Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant du milieu du XXe siècle. Installez-vous confortablement, nous partons pour l'Australie. Peter et Tyra Bowman vivaient à Adélaïde, en Australie. Bien qu'elle s'appelât Tyra, on connaissait Madame Bowman comme Sally. C'était un couple apprécié dans leur beau quartier où ils vivaient avec leurs 2 filles. L'aînée s'appelait Marion, qui, dès son jeune âge, avait souffert d'une maladie rare appelée encéphalite, ce qui lui avait laissé des handicaps neurologiques. Leur seconde fille s'appelait Wendy. En 1957, le frère de Peter, Brian Bowman, a acheté la station Veconison, une propriété dans l'outback australien, à environ 4 heures à l'ouest d'Alice Springs, dans le territoire du nord de l'Australie. La propriété était très grande, et comme Brian possédait également d'autres propriétés, cela devenait trop pour lui de s'en occuper seul. Ayant besoin d'aide, il a demandé à son frère Peter de venir avec sa famille pour gérer la propriété appelée Glen Helen Station. Quelques mois plus tard, Peter et Sally ont entrepris ce déménagement de 1500 km depuis la ville d'Adélaïde, en Australie méridionale, pour commencer à travailler à la station Glen Helen. Au début, ils ont eu du mal. La propriété était très isolée et il y avait peu de choses autour. Une sécheresse avait aussi rendu les conditions plus difficiles. Peter avait auparavant travaillé à Adélaïde avec un jeune homme nommé Thomas Whelan. Thomas avait 22 ans, donc beaucoup plus jeune que Peter, mais les deux étaient devenus de bons amis, et Peter savait que Thomas était un bon travailleur. Thomas accepta de visiter la station Glen Helen. Il viendrait 3 semaines, séjournerait avec la famille, puis repartirait avec eux à Adélaïde pour les vacances de Noël. Il était prévu qu'ils rentrent tous à Adélaïde début décembre. Ainsi, le mercredi 4, ils commencèrent le long trajet du retour. Ils étaient ravis à l'idée de pouvoir à nouveau faire du shopping en ville. Ils avaient trouvé la vie dans l'outback particulièrement difficile. Lorsqu'ils arrivèrent à Alice Springs, ils se séparèrent. Thomas, Sally et Wendy devaient conduire la berline Vanguard de la famille jusqu'à Adélaïde, accompagnés de leurs 2 chiens. Pendant ce temps, Peter et Marion allaient prendre l'avion afin d'épargner à Marion le long trajet en voiture. La famille a séjourné dans un motel à Alice Springs et le lendemain, Sally, Thomas et Wendy ont entamé le long trajet en voiture vers Adélaïde. Pendant ce temps, Peter et Marion sont restés une nuit de plus à Alice Springs avant de prendre l'avion pour rentrer chez eux le lendemain. Le 5 décembre, Sally, Thomas et Wendy ont bien progressé. Ils ont roulé toute la journée avant de décider de s'arrêter et d'installer le campement pour la nuit. La zone qu'ils ont choisie offrait peu d'abri, mais ils pouvaient voir la route. Ils ont fait un feu de camp, préparé du thé, puis essayé de dormir. Peter est arrivé chez eux à Adélaïde avec Marion. Il s'attendait à ce que le reste de la famille rentre à la maison quelques jours plus tard. Le samedi 7 décembre, il a préparé un grand repas en pensant que sa femme et sa fille rentreraient ce jour-là. Cependant, elles ne sont pas arrivées. Peter n'était pas inquiet au début, surtout en tenant compte du nombre de kilomètres qu'elle devait parcourir. Mais le lendemain après-midi, n'ayant toujours aucune nouvelle de sa famille, il a contacté la police. Le Royal Flying Doctor Service, un service en Australie qui fournit des soins d'urgence et de santé aux personnes vivant dans des régions isolées, a commencé à rechercher le véhicule de la famille depuis les airs, mais ils n'ont trouvé aucune trace de Sally Bowman, de sa fille Wendy, ni d'un ami de la famille, Thomas Whelan. La police a également effectué des recherches au sol et a demandé aux personnes voyageant entre Alice Springs et Port Augusta si elles avaient vu une jeune femme, un jeune homme et une adolescente se dirigeant vers le sud dans une berline Vanguard. Leur dernière apparition confirmée a eu lieu à Kildare, près de la frontière de l'Australie méridionale, où ils s'étaient arrêtés pour acheter de l'essence. À ce moment-là, Peter était devenu assez inquiet et, le 10 décembre, un journal local a mis l'histoire du trio disparu à la une. Dès ce jour, la disparition a fait la une des journaux dans toute l'Australie. Le 13 décembre, un pilote de l'armée de l'air royale australienne a repéré une voiture partiellement cachée dans les broussailles près du domaine abandonné de Sundown, dans la partie nord de l'Australie méridionale. Le pilote a appelé la police d'Alice Springs. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé la voiture vide. Cependant, il y avait une flaque de sang à l'arrière et des traces de sang sur la porte intérieure. Ils ont aussi remarqué qu'une zone près du siège du conducteur avait été rapidement lavée et se sont demandé pourquoi quelqu'un ne nettoierait qu'une petite partie de la voiture. Près de la voiture, il y avait 2 séries d'empreintes de pas. L'une d'elles semblait appartenir à une femme, probablement une pointure 34 australienne. Les traces menaient de la voiture à la route principale. Il y a une autre série d'empreintes faites par une chaussure d'homme,
Probablement une pointure 41 ou 42 australienne qui commence depuis la route, va jusqu'à la voiture, puis retourne vers la route. Les mêmes empreintes menaient également de l'avant de la voiture vers une zone broussailleuse. Les agents ont suivi les traces dans le bush. Après avoir marché environ 600 mètres, ils sont tombés sur un monticule à côté d'un arbre recouvert d'une bâche verte. Ils l'ont soigneusement retiré et ont découvert 3 corps en décomposition. Ils ont ensuite été identifiés comme étant Sally Bowman, Wendy Bowman et Thomas Whelan, portés disparus. Sous la bâche, ils ont également trouvé des couvertures tachées de sang. Il ne semblait manquer aucun objet de valeur sur les corps des défunts et Madame Sally Bowman portait toujours ses bijoux. Autour du feu de camp, il y avait des traces de sang et des traces de traînement. Les enquêteurs ont suivi les marques de traînée et sont tombés sur une zone où le sol avait été récemment remué. Après quelques recherches supplémentaires, ils ont découvert les corps des 2 chiens de compagnie des Bowman. Les 2 avaient été abattus. Il y a aussi des traces d'un autre véhicule qui devait tirer une remorque. Les traces allaient vers le nord, vers Alice Springs. La police d'Australie méridionale a informé Peter Bowman du meurtre brutal de sa femme et de sa plus jeune fille. Et c'est le frère de Peter, Brian Bowman, qui a été chargé de les identifier officiellement. Des médecins et des experts médico-légaux ont examiné les corps. Le jeune Thomas Whelan avait été abattu de 3 balles, et à chaque fois par derrière. Il avait également des fractures au niveau du front et sur le devant du visage. Le médecin légiste pensait que Thomas avait été frappé à la tête avec la crosse du fusil, puis de nouveau frappé alors qu'il était au sol avant d'être abattu de 3 balles. Sally a reçu une balle dans la nuque. Elle avait également plusieurs fractures du côté droit de la tête. On pensait que, comme Thomas, ces fractures avaient été causées par la crosse du fusil. Le médecin légiste a aussi constaté que Wendy avait reçu 2 coups de crosse sur le côté gauche de la tête et avait été atteinte par balle. Les autopsies ont révélé que les 3 victimes étaient vivantes lorsqu'elles ont été frappées à la tête avec la crosse du fusil. Du sang issu des fractures sur leur tête correspondait aux flaques de sang près du feu de camp. Il semblait qu'ils avaient tous été frappés en premier, puis abattus. Au moment où les autopsies ont été terminées, la nouvelle des meurtres avait été rapportée dans toute l'Australie. Il y avait eu des articles en première page dans tous les grands journaux, et il n'a pas fallu longtemps avant que des témoins se manifestent avec des informations. Un témoin a affirmé avoir vu un véhicule noir, peut-être une Zephyr, dans la région, remorquant une remorque de camping. Cependant, malgré l'intérêt massif des médias et une enquête menée par les détectives d'Australie méridionale, aucune arrestation n'a été effectuée. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Le 21 janvier 1958, la police de la ville de Mount Isa, dans l'état du Queensland, a intercepté un homme qui conduisait un véhicule de Soto noir. Le véhicule avait des plaques d'immatriculation d'Australie méridionale, et ils ont découvert que l'homme avait en sa possession une arme à feu sans permis. Il a été emmené au poste de police. L'homme arrêté s'appelait Raymond John Bailey. Raymond John Bailey est né le 3 décembre 1932 dans la ville de Gilgandra, dans l'état australien de Nouvelle-Galles du Sud. Il avait 4 frères
et une sœur. Et, à l'âge de 14 ans, il avait quitté l'école et commencé à travailler comme charpentier. Il s'est marié alors qu'il était encore assez jeune, mais il ne restait jamais très longtemps dans le même emploi. Et il changeait souvent d'endroit. En septembre 1957, il avait acquis une DeSoto noire sans réellement la payer. Et, peu de temps après, il décida de partir vers le nord avec sa femme et son jeune fils pour chercher du travail. Il y avait déjà une remorque, donc il était prêt pour le voyage. La route vers le nord, vers Alice Springs, était souvent isolée, et Raymond savait qu'il pouvait ne croiser aucun véhicule pendant des heures durant le voyage. Après avoir été arrêté à Mount Isa, il a été longuement interrogé par un jeune détective nommé Glenn Halligan. Cependant, au lieu de simplement l'interroger sur les faits liés à son arrestation, le détective Halligan voulait savoir où se trouvait M. Bailey le 5 décembre 1957, la date des meurtres de Sundown. Raymond lui a dit qu'il traversait la région et qu'il avait en fait vu le trio assassiné, alors qu'ils étaient en train de dîner ce soir-là. Il s'est même arrêté pour parler à la dame accompagnée d'un jeune homme et d'une jeune fille. Il a dit qu'ils avaient invité, lui, sa femme et son jeune fils à se joindre à eux pour le dîner. Il a poliment refusé et ils ont continué leur voyage. Raymond a assuré que tout le monde était vivant à son départ. Il a ajouté qu'ensuite, il avait parcouru une très courte distance plus loin sur la route avant de se garer pour la nuit. Il a ensuite donné des versions contradictoires de ce qui s'est réellement passé ensuite. Il avait dit que ce soir-là, il avait décidé d'aller se promener et avait emporté son fusil avec lui. Pendant sa promenade, il a trouvé la famille endormie près du feu de camp. L'un des chiens a sauté sur lui et a aboyé. Surpris par cela, il a tiré sur le chien. Il a ensuite perdu connaissance et n'a pas pu se souvenir de ce qui s'est passé après. Cependant, après des jours d'interrogatoire intenses par le détective Glenn Halligan, il a changé sa version et a apparemment admis qu'il avait en fait assassiné le trio. Il a dit que lorsqu'il est arrivé au camp de la dame, du jeune homme et de la jeune fille, il a entendu un bruit et a été surpris. Il a donc tiré avec son fusil, mais il ne savait pas sur quoi il avait tiré. Il a dit « Quand j'ai tiré, un type s'est levé d'un bond, il a fait du bruit et il est retombé. Et j'ai pensé que je l'avais tué et j'ai simplement perdu la tête après ça. En faisant cela, j'ai pensé devoir tuer le garçon pour cacher mon acte. Puis, la jeune fille et la femme se sont précipitées vers moi. Et là, je suis allé vérifier si l'homme était mort. J'ai rechargé mon fusil et j'ai visé la femme plus âgée qui se précipitait vers moi et j'ai tiré. Elle est tombée. Tout de suite, la jeune fille s'est aussi précipitée sur moi. Alors j'ai rechargé, visé et tiré sur elle. Elle est ensuite tombée. Avant de leur tirer à nouveau, je les ai frappés à la tête avec la crosse de mon fusil. Après avoir tiré sur la femme plus âgée, j'ai tiré sur la plus jeune lorsqu'elle se relevait. Quand j'ai tiré sur ces femmes, je n'étais qu'à 3 yards d'elles. Quand j'ai tiré sur le type, c'était un accident. Je ne voulais pas le tuer, mais en tirant sur les 2 femmes, je comptais les tuer pour m'en débarrasser, car si elles survivaient, elles m'auraient dénoncé à la police. Je ne sais pas combien de fois je leur ai tiré dessus, j'ai perdu la tête. J'ai mis les corps dans la Vanguard, puis je l'ai conduite dans les broussailles de l'autre côté de la route et j'ai sorti les corps et les couvertures. J'ai ensuite ramené la voiture, puis rejoint ma famille. Quand ma femme a demandé où j'étais, j'ai dit être sorti car je ne me sentais pas bien. Je me suis levé le lendemain matin à 5 heures et je suis allé sur la route jusqu'au camping où j'avais tué ces personnes. Et j'ai vu 2 chiens attachés contre un arbre. J'ai essayé de les libérer mais je n'ai pas pu m'approcher d'eux. L'un des chiens m'a mordu au poignet. Alors je les ai abattus. J'ai traîné les chiens derrière le camp et je les ai laissés là. Il a dit qu'il avait pris 25 livres au jeune homme, mais qu'il avait ensuite jeté l'argent. D'après ses aveux présumés, Raymond John Bailey a été inculpé de meurtre. Après les audiences préliminaires, son procès a commencé à Adélaïde le 13 mars 1958. Un témoin nommé David Hiles a déclaré au tribunal qu'il avait rencontré l'accusé pour la première fois alors qu'il travaillait autour de Rarula, en Australie-Méridionale, en septembre 1957. Il a dit qu'ils avaient chassé les lapins ensemble. Monsieur Hiles a poursuivi en disant qu'il avait vendu son fusil Huntsman à Monsieur Bailey, mais que Monsieur Bailey avait ensuite quitté la ville sans le payer. Les experts en balistique ont pu affirmer que c'était un fusil Huntsman qui avait été utilisé pour assassiner les 3 victimes le 5 décembre. Cependant, aucune empreinte digitale n'a été retrouvée. Il y avait certaines incohérences dans le dossier de l'accusation. La voiture qui avait été vue près du crime était décrite comme une Ford Zephyr grise, mais M. Bailey conduisait une DeSoto noire. Les enquêteurs pensaient également qu'une femme avait conduit la voiture en s'éloignant de la scène, car seules des empreintes de pas féminines menaient jusqu'au véhicule. Cependant, la femme de M. Bailey ne savait pas conduire.
Monsieur Bailey avait également déclaré qu'il n'avait signé la déclaration de confession qu'après avoir été longuement interrogé par les détectives dans la ville de Mount Isa. En entendant sa femme pleurer dans la salle d'à côté pendant son interrogatoire, il a compris qu'elle était bouleversée. Les détectives lui ont alors dit que s'il signait une confession, il cesserait de l'interroger. Sa défense a déclaré au tribunal que toute preuve contre Raymond Bailey était circonstancielle. L'arme du crime restait introuvable et M. Bailey avait déclaré avoir déjà vendu la carabine Huntsman. Il avait aussi affirmé s'être arrêté et avoir parlé aux victimes le jour de leur meurtre. Donc, toute trace de pneu pouvant correspondre à son véhicule aurait été retrouvée sur les lieux. Mais l'avocat de la défense a informé le tribunal que les preuves circonstancielles étaient comme un cercle. Chaque fois qu'un cercle n'était pas fermé, l'accusé avait droit au bénéfice du doute. Lorsque le procès s'est terminé, le jury n'a mis que 96 minutes pour déclarer M. Raymond John Bailey coupable de triple meurtre. Il a ensuite été condamné à mort. Le verdict a été contesté en appel, mais sans succès. Cependant, il a réussi à obtenir un sursis à exécution, après avoir affirmé qu'il n'était pas responsable des meurtres, mais qu'il avait vu un homme retirer les chaussures de Madame Bowman. Il l'aurait alors pris à partie et, après une bagarre, il aurait poignardé l'homme à mort. Il a ensuite enterré le corps à environ 6 km au nord de l'endroit où les victimes avaient été retrouvées. La police et les pisteurs ont été envoyés à Sundown Station pour tenter de localiser le corps de cet assassin présumé. Mais malgré des recherches approfondies, aucune preuve n'a pu être trouvée pour confirmer que la nouvelle version de ce qui s'était passé cette nuit-là, donnée par M. Bailey, était vraie. Le 24 juin 1958, Raymond John Bailey a été pendu. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, car plus de 50 ans plus tard, des questions ont été soulevées quant à sa réelle culpabilité. Dans un livre de 2012 écrit par Stephen Bishop intitulé « The Most Dangerous Detective », l'auteur suggère que le détective Hallahan aurait pu inventer certaines des preuves contre Raymond Bailey. Lors d'une enquête en 1989, il a été établi que le détective Hallahan avait fourni de faux éléments de preuve afin d'obtenir une condamnation dans une affaire en 1963. Stephen Bishop pense que le détective Hallahan aurait pu faire la même chose en 1958 et qu'il aurait en fait inventé une fausse confession qui a ensuite été attribuée à Raymond Bailey. En février 2022, une pétition a été déposée, donnant 20 raisons pour lesquelles Raymond Bailey devrait être gracié. De nombreuses personnes ont soutenu cette pétition. La confession révélait que Raymond avait tiré sur Sally en se précipitant vers lui. Cependant, l'autopsie avait révélé qu'elle avait été tuée d'une balle dans la nuque à bout portant alors qu'elle était allongée face contre terre. Raymond a dit que les 3 victimes avaient été tuées au campement, mais l'autopsie montre qu'elles l'ont été d'une balle dans le dos, là où elles ont été retrouvées. Un autre problème est que l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Monsieur Bailey affirmait l'avoir vendue à un homme à Cooper Pedy, quelques jours avant les meurtres. Le seul fusil retrouvé sur la scène du crime était un fusil appartenant à la famille Bowman. Les victimes avaient été frappées avec leur propre fusil, mais ce n'était pas l'arme qui avait servi à les abattre. La pointure de Raymond ne correspondait pas aux empreintes de la scène du crime. Au cours de l'enquête de Stephen Bishop, il a découvert que le détective Hallahan n'avait pas dit la vérité à plusieurs reprises lors de son témoignage. Il a déclaré que lorsqu'il avait emmené Raymond pour l'interroger, il ne savait rien des meurtres de Sundown. L'affaire avait fait la une nationale et les postes de police étaient alertés pour surveiller une Ford Zephyr grise. Il aurait donc certainement été au courant du terrible événement qui s'est produit dans le nord de l'Australie méridionale le 5 décembre 1957. Le détective Hallahan a aussi affirmé au procès que l'épouse de Raymond n'a jamais été interrogée. Cependant, Raymond a fait une déclaration dans laquelle il a dit « On m'a emmené dans la dernière pièce et ma femme a été emmenée dans la pièce voisine. Je pouvais les entendre l'interroger. » L'accusation a évoqué un vol ayant mal tourné, mais rien n'avait été pris sur les corps et une grosse somme d'argent a été retrouvée dans la voiture. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Quel était exactement le mobile? Il ne semble pas y en avoir. Le détective Hallahan est décédé en 2016. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là fait encore l'objet de discussions. Tout ce que nous savons, c'est que 3 personnes ont été assassinées près de la station abandonnée de Sundown et que Raymond Bailey a été jugé, condamné et pendu pour ce crime. Mais il se peut qu'il n'en soit pas vraiment responsable. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.